Clément Le Fur, Bonsoir. bonsoir. Ryoma Takeuchi, bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, dans la question de la semaine, nous parlons élection européenne à une semaine du scrutin. On va pas faire la liste des 34 listes, oui je l'ai fait exprès. Pas mieux. Oh, voilà. Va falloir que j'arrête avec les mauvaises blagues, c'est mal barré. Bon bref, à une semaine des élections européennes, nous débattons des dites élections. Et j'ai envie de commencer par le bras de fer qui s'annonce, puisque pour l'instant les derniers sondages, dont un qui est cité par le journal du dimanche, donne le Rassemblement National en tête devant La République En Marche, puis les Républicains, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Place Publique Parti Socialiste, et ensuite tous sont en dessous de 5%, c'est-à-dire en dessous du taux d'éligibilité aux élections. Voilà, c'est proportionnel intégral, mais avec un seuil de 5% pour pouvoir avoir des élus au Parlement européen. C'est comme ça que fonctionnent ces élections. Ryoma, j'ai envie de commencer avec vous. C'est une mauvaise nouvelle, le Rassemblement National en tête, selon vous, ou c'est juste dans la logique des élections européennes comme il y a 5 ans? Alors oui, et il y a une continuité avec les élections européennes. On sait quand même que globalement, c'est plutôt la ligne conservatrice qui a les faveurs aux élections européennes. Et ce n'est pas que l'extrême droite en fait, c'est-à-dire la droite chrétienne, etc. Enfin même en Allemagne est toujours très bien représentée. Donc d'une certaine manière, oui, c'est finalement les mêmes tendances qui s'expriment au vote européen, mais il n'empêche que le décalage, en tout cas, il y a toujours un décalage avec les différents contextes nationaux, et c'est peut-être de ça dont on devrait parler, parce que parfois on soupçonne, en tout cas, certains hommes politiques de se placer quand, sur la scène nationale, ils ne peuvent pas exercer des fonctions. Donc, d'une certaine manière, peut-être que l'élection européenne va avoir un impact en tout cas dans la représentation médiatique, la représentation politique de tout le monde, mais peut-être que sur les rapports de force, ça n'aura pas les conséquences que l'on croit. Et c'est pour ça aussi que le taux d'abstention est significatif là-dessus. Clément ? Ce qu'il faut voir justement, c'est que là les sondages sont faits sur les intentions de vote, mais la question c'est qui va aller voter la semaine prochaine aussi. Et si on fait un peu de démographie des électeurs, on sait que l'électorat de Macron, qui est un électorat en effet citadin, plutôt jeune et plus à même, plus ancré dans la mondialisation, et plus à même d'aller voter dimanche prochain. La partie de l'électorat du Rassemblement National, qui est un électorat du Nord ouvrier, ne se déplace très peu pour les européennes. Ce qui ne l'a pas empêché de faire un très bon score il y a 5 ans. Mais 24,86%. C'est ça. Mais ça explique aussi le fait que les républicains, qui ont un franc succès auprès de nos chères maisons de retraite, arrivent toujours à faire un score au-dessus des prévisions. Donc ça va encore un peu bouger, je pense, par rapport à ça. Ce qui fait que il y a un monde où la République En Marche passe devant le Rassemblement National, en fonction justement des déplacements ou non des électeurs. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que là où l'élection de 2017 avait mis à mal les Républicains et le PS, on s'est dit ils vont se refaire, voilà. On voit que 2 ans après le PS se refait moins que les Républicains, c'est ça. Et puis voir les Républicains ils sont à 12%, non? Dans le dernier sondage, oui, autour de 12. Ouais. 12%, enfin, c'est quand même très très petit par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer il y a 5 ans. Dire les Républicains à 12%, on n'aurait jamais pu imaginer ça. Alors qu'avant 2014, ils avaient toujours gagné les élections européennes. Voilà. On entend dans la bouche d'un certain nombre de candidats, à droite, à gauche, dire que y a un duo de tête, Rassemblement National, La République En Marche, et qu'au fond l'un tire l'autre en permanence.
C'est votre avis, Ryoma? En fait, là, pour le coup, je pense que l'avenir, la progression de la formation des Républicains sur cette semaine va être décisive, parce que c'est un petit peu, disons, l'entre-deux. Et on ne sait pas trop, en fait. Il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir, voilà, peut-être du Rassemblement national vers les Républicains, de la République en marche vers les Républicains et dans le sens inverse. Peut-être que la performance médiatique de François-Xavier Bellamy, entre autres, peut avoir un impact là-dessus. Donc je dirais pas que tout est joué uniquement entre ces deux formations-là. Je dirais que oui, en effet, ça va être une élection qui va de toute façon tirer à droite sur le spectre politique. Après, il y a évidemment toujours cette... il y a une vague inquiétude vis-à-vis du vote France Insoumise, parce qu'on se demande si certains rouges-bruns vont passer de gauche à l'extrême droite. Mais ça me paraît assez marginal, en fait. Donc de ce côté-là, je me dis en tout cas que les Républicains vont avoir un rôle décisif là-dessus, et que ce sera peut-être finalement ce que l'offre de droite va offrir de raisonnable et de positif qui va peut-être jouer les suites. Clément? Je veux dire quelque chose, j'ai oublié. Oui, justement, la volonté qui a été faite aussi du Rassemblement national et de la République en marche d'en faire une sorte de référendum pour ou contre Macron fait que ça a attiré forcément les sondages et les intentions de vote vers justement cette bipolarité entre le Rassemblement national et la République en marche, qui explique pourquoi on a ces deux géants de tête et des petits qui font la suite. Mais là, pour le coup, je vais ajouter quelque chose, parce qu'il n'y a pas seulement cette idée de référendum pour ou contre Macron, il y a aussi cette idée de barrage à Macron. Et oui. Voilà, et ça, pour le coup, on sait que c'est la France Insoumise et le Rassemblement national qui ont cette rhétorique-là, qui n'est pas forcément productive, mais en tout cas, ce qu'on espère, c'est que ça mobilise les électeurs, mais on ne sait pas, au final, là, c'était l'affaire de Andrea Cotarac, ce jeune de la France Insoumise qui a appelé à voter Rassemblement national. Mis à part évidemment les trajectoires des uns et des autres, s'il s'agit uniquement de sanctionner Macron, il suffit de ne pas voter pour Macron. Quelle est la nécessité de voter pour le Rassemblement national pour faire reculer Macron ? Aucune incidence, mis à part faire augmenter l'extrême droite. Donc là-dessus, voilà, je pense que c'est finalement, c'est la suite en tout cas de la montée en puissance de l'extrême droite. Mais c'est pas forcément, disons, la tendance de l'élection européenne en elle-même. Alors sur la question de l'anti-macronisme, vous savez, il y a deux ou trois, selon la façon dont on compte, listes qui se revendiquent gilets jaunes. Alliance jaune, entre autres, qui serait la première des listes gilets jaunes. Au départ, on la donnait au-delà de 10%, maintenant on la donne très largement en dessous de 5%. Pour vous, à quoi ça tient la chute des gilets jaunes, alors que si on veut voter anti-Macron, a priori c'est les gilets jaunes qui sont les meilleurs représentants? Alors je suis pas sûr que les anti-Macron... Alors les slogans anti-Macron, bien entendu, sont portés par les gilets jaunes de manière fracassante et voilà, ces derniers temps. Mais je pense que c'est plus profond que ça, parce que le mouvement des gilets jaunes, c'est parfois aussi, c'est interprété comme un renouveau des mouvements sociaux, etc. Droite-gauche et tout ça bien confondu. Un beau magma de mobilisation sur le terrain qui va, à mon avis, quand même avoir une sacrée influence dans les années à venir. Mais en fait, pourquoi ces listes-là soit se rallient à des politiciens mieux établis, plus compétents et plus expérimentés, c'est parce que tout simplement les personnes qui ont essayé d'émerger sur le terrain ont été disqualifiées par la radicalité de démobilisation, et ça n'a rien à voir avec de l'antimacronisme, ça. Et je compléterai ce que dirait Ryoma, c'est qu'il y a eu un essoufflement médiatique aussi de la cause des gilets jaunes, qui fait que par exemple, hier, on n'en a pas entendu parler
Très peu. 15 500 d'après les chiffres de la police. C'est pas mal la quand même. France. Enfin, dans toute la France, oui. 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 Oui, dans toute la France, oui. Donc, J'ai pas les chiffres. Donc il y a cet essoufflement après, le grand débat, plus tous les événements qu'il y a eu, que ce soit l'incendie, enfin ce surplus d'événements médiatiques a fait que les gilets jaunes ont été mis un peu en off, ce qui fait que en effet la cause gilets jaunes ne paraît plus aussi importante peut-être aux yeux généraux. Et puis il y a le fait que en effet tous ne trouvaient pas la solution dans une voie démocratique. Et puis le dernier facteur, je dirais, c'est le fait ce seuil d'éligibilité qui fait qu'il y a la présence, la coprésence du seuil d'éligibilité et des sondages fait que forcément il y a une notion de vote utile qui apparaît. Et à ce titre, le fait qu'il soit crédité de moins de 5% fait que indubitablement, ils vont continuer à baisser jusqu'à frôler les zéros. Alors en parlant de vote utile, tiens, parlons un petit peu de la gauche, puisque au final on a parlé beaucoup de la droite, on n'a pas beaucoup parlé de la gauche. Dans le dernier sondage là que j'ai sous les yeux, qui est publié dans le journal du dimanche, on voit la France Insoumise en tête des voix de gauche, suivi d'Europe Écologie Les Verts et de Place Publique, Parti Socialiste, liste emmenée par Raphaël Glucksmann. Alors, est-ce que c'est l'éclatement de la gauche qui fait que si la tendance pour le PS continue, il n'y aura pas d'élu PS au Parlement européen, c'est la tendance, et au final, les représentants de gauche français au Parlement européen, ce serait la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts seulement. Le PCF étant derrière, en dessous du seuil d'éligibilité. Est-ce que cet éclatement de la gauche fait que, au fond, il y a d'autant plus un vote utile, ou est-ce que l'éclatement de la gauche fait que le risque pour vous, ce serait qu'il n'y ait pas d'élus de gauche au Parlement européen, des élus de gauche français au Parlement européen par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts? Clément. Le PS est mort. Enfin, je veux dire, alors, pour la question du PS, le PS, la moitié a été siphonnée par la République En Marche et l'autre par la France Insoumise. Et pour ce qui reste de l'extrême droite, il suffit de voir la multitude, l'extrême gauche, pardon, il suffit de voir la multitude de listes d'extrême gauche, c'est assez hallucinant. Entre le Parti communiste français, la liste de lutte ouvrière, enfin il y en a 5 ou 6 je crois, donc forcément de toute façon il y a 34 listes, donc de toute façon il y a plus oui, tort déjà. non mais dans la question du morcellement, la gauche semble avoir un certain degré d'expertise, pire que la droite. Ah oui, pire que la droite dans ce cas-ci. Ah bon? Vous êtes sûr que la droite est pas si divisée? Parce que la droite, il y a donc l'UDI, les Républicains, Dupont-Aignan, l'UPR, ça dépend où on le place, le Rassemblement National. Et c'est pas tout. Non mais après il y a des petits partis, hein. Il y a un parti royaliste qui se présente. Oui, enfin je veux dire, je peux prendre les gens de ma classe, je fais une liste aussi, c'est à peu près le même intéressant, c'est à peu près le même intérêt. Enfin faut que vous en trouviez quand même 78. 79, ouais. Ça doit faire 2 classes en prépa. Mais des CSP+, attention. Bon, non mais je sais pas, j'ai envie de prendre la question d'un, comment dire, à l'envers, merci, ça me fait plaisir. Mais avec s'il répond encore, hein, on sait jamais. Hein. Non, mais au moins de répondre en tout cas avec quelque chose de plus global. C'est-à-dire que tout à l'heure je disais en fait, bon, je me prépare déjà à voir en fait tout simplement un Parlement européen de droite et puis en fait quasiment zéro élu de gauche. Hein, c'est pas, comment dire, c'est pas, il faut s'y préparer. Mais surtout, ce que j'y vois, c'est que globalement, en fait, pour essayer de créer en tout cas une unité européenne, parce que c'est ça quand même l'enjeu, il faut avoir un socle commun. Et c'est vrai que avec des pays qui sont sortis du joug soviétique, faire une alliance européenne de gauche, moi, ça me paraît un peu compliqué. C'est plus raisonnable et plus efficace de commencer par... Bon, alors, sans aller jusqu'à l'identitarisme d'extrême droite, mais sur du culturel, et c'est déjà mis dans la...
enfin pas la Constitution européenne, c'est un lapsus, c'est un lapsus. Ça a failli. Mais dans les textes européens, bon, on sait que la présence, l'identité chrétienne, en tout cas la dimension religieuse, est explicitement formulée. Donc de ce point de vue-là, moi en tout cas, je pense que c'est un cadre où la droite quelque part peut prospérer, là où à l'échelle nationale, en fait, les gens sont quand même, je dirais, un peu omnubilés par le social, en fait. Et c'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, en fait. Enfin, à mon avis. C'est-à-dire que là-dessus, bon, est-ce que les Gilets jaunes, finalement, ne sont pas qu'un phénomène franco-français, ou en tout cas une force de mobilisation nationale de contestation, quels que soient les pays, hein, parce qu'il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, etc. Il y a des petites émules un petit peu partout. Et d'ailleurs, parfois, c'est récupéré par des partis d'extrême droite. Je pense que voilà, il y a globalement un enjeu, un contexte qui fait que la droite, en tout cas, je pense que c'est une élection qui est favorable à la droite. Après, les défauts de la gauche aujourd'hui, je ne sais pas trop comment les interpréter parce que tout simplement voilà, en tout cas que les communistes ne dépassent pas la barre des 5%, pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est évident. Ça c'est sûr. Pour la gauche socialiste, les sociodémocrates, alors il y a bien entendu la déconvenue donc du PS français, mais c'est pas le PS français qui va tirer tous les pays européens, évidemment. C'est un contexte où on a en fait, je pense, une sorte de fatigue démocratique, ce qu'on peut appeler une fatigue démocratique, qui fait que les gens ont besoin de réponses un peu radicales et d'une part, donc, comment dire, on ne peut pas, l'électorat n'est plus mobilisé par des thèmes, en tout cas, on va dire un peu techniques, un petit peu, qui se travaillent sur le long terme. Et il y a ce discours sur l'écologie qui, en fait, transcende tous les partis. Il y a globalement une victoire du discours écologiste, mais qui va le représenter, en fait, c'est le parti au pouvoir. Parce que maintenant, les gens demandent de l'action, et c'est pas, en fait, à telle ou telle conception des choses, à telle ou telle conception de l'écologie qu'on va voir finalement une force électorale émerger. C'est à quel parti au pouvoir, quel parti possédant les moyens d'intervention sur l'environnement va les appliquer. Et c'est pour ça, à mon avis, que, bon, voilà, par exemple, on a vu, je ne sais plus quel était c'était Pascal Durand, je crois, qui est passé à La République En Marche. Pardon. Enfin, voilà, il y a un représentant. C'est Pascal, mais pas le même. Pardon, mais il y a donc un ancien écologiste qui est passé. Donc, c'est pas très pro, tout ça. Excusez-moi. Qui est passé en très bonne place, donc, chez La République En Marche. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, et on verra en tout cas quelle alliance La République En Marche va essayer de construire, et peut-être que les écologistes vont s'y agréger naturellement, je pense. Alors pour prendre un petit peu le contre-pied de ce que vous dites, il y avait dans Le Monde daté du 17 mai, tiens, voilà, donc de vendredi, il était fait mention des socialistes, oui, qui feraient une alliance avec le centre pour se rapprocher, pour le coup, qui se rapprochent pour faire barrage à la droite. Au fond, est-ce que la réalité française n'est pas un petit peu en opposition avec une réalité européenne ? Alors, on voit les socialistes qui réussissent en Espagne, au Portugal. Dans tout un tas de pays, il y a les socialistes qui reviennent plus ou moins sur le devant de la scène et qui ont une réelle importance, même au Royaume-Uni. En Espagne, on a vu quand même le succès de Vox récemment. C'est clair, mais Pedro Sánchez est au pouvoir. Il a été conforté dans sa majorité, certes relative, mais majorité quand même. Alors que le Partido Popular a été balayé complètement. Est-ce qu'au fond, la réalité, j'ai envie de dire, franco-italienne n'est pas un petit peu décalée par rapport au reste de l'Europe ? Franco-italo-hongroise, si vous voulez. Alors, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on soit à peu près à la même situation qu'en Italie. Parce qu'à d'un point de vue... disons que l'extrême droite est favorite en Italie aussi. Oui, d'accord, dans ce sens-là, ok. Là, c'est vous qui voyez. D'accord, et donc c'est le Parti Socialiste qui se rapproche de quel centre ? Non, mais là, ce sont les socialistes européens. Ah, les socialistes européens, d'accord, pardon. Attention, d'accord. Les socialistes européens qui se rapprochent du centre européen. Mm-hmm. Donc, en gros,
le PES qui sera proche de l'ALDE. Oui. Hein. D'accord. Et quel est le score qui serait prévu Ah, mais là, il n'y a pas de score prévu. Voilà. C'est juste, je vous dis, en gros, ce qu'espèrent les socialistes européens, c'est pouvoir faire barrage au PPE, pour que le PPE ne soit pas à nouveau à la tête de l'Europe. Mhm. Et ils pensent que ça va arriver. Ah, c'est juste des candidats qui pensent que ce sera le cas. Et en s'appuyant sur les sondages dans les différents pays d'Europe. En tout cas, c'est pas le c'est pas le pronostic que j'ai, mais si ça pouvait arriver, ce serait sans doute intéressant. Je veux dire que les 5 dernières années, c'est pour reprendre un vers d'Aracon de Front Rouge, feu sur les ours savants de la social-démocratie. Mhm. Je crois que ça résume la situation de la social-démocratie en Europe. Ouais, c'est acide quand même sur l'état de la social-démocratie. Elle est au pouvoir où? Je viens de vous le dire. En Espagne, au Portugal. Non, c'est vrai que globalement ils sont pas nécessairement au pouvoir, mais ils n'en sont pas non plus complètement éloignés dans tous les pays d'Europe. Oui, il y a forcément une vie intellectuelle, etc. Il y a comment dire, il y a des cercles de réflexion qui sont qui existent dans la vie, dans la société. Mais pour l'instant, en tout cas, disons au niveau européen, je pense qu'il y a un relatif déclin. Mais c'est en tout cas pour cette élection-là. Et après, on verra comment ça se reconstruit. Mais je pense que le coche est un peu loupé pour cette fois-ci. Vous voulez rajouter un mot? Bon, alors je prends ce que vous venez de me dire parce que j'avais envie de vous poser la question. On voit cette année je reviens un petit peu en France, mais c'est pour vous poser une question un petit peu globale. Les Républicains mettent en tête de liste François-Xavier Bellamy et le PS met en tête de liste Raphaël Glucksmann. Je ne le cite pas parce qu'il porte le même prénom que moi, mais parce qu'il est considéré comme un intellectuel, tout comme François-Xavier Bellamy. Est-ce que pour vous c'est une façon de changer la perspective de ces élections et sortir de considérations nationales pour dire qu'au fond l'Europe, allez, je vais paraphraser le général de Gaulle, c'est une idée? Je pense que, alors il y a deux choses, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu un débat assez intéressant qui a été publié, je crois, c'est à Versailles que ça a été organisé, c'est les éveilleurs. Voilà. Je crois que c'était à Versailles, ouais. Voilà, et ce sont pas des médias que je consulte d'habitude, mais là j'ai trouvé que le débat était d'une tenue quand même assez exceptionnelle. Donc j'ai écouté par exemple le débat entre François-Xavier Bellamy et Jacques Attali. Ah oui, à votre visage, je vois que... Intéressant. Il y avait une bonne tenue. Et donc, c'est vrai, finalement, cette idée que... le constat que l'idée européenne est à développer, est à refaire, pas forcément... je pense pas qu'il y aura un avant et un après, mais il y a, à mon avis, la question de l'identité est à travailler et je pense que droite et gauche, en fait, tout le monde est autour de la table. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Mais il y a en fait tout simplement une violence en politique qui s'est installée. D'après ce que j'ai pu voir dans les médias, par exemple, Xavier Bertrand avait quitté les Républicains à cause de Laurent Wauquiez parce qu'il trouvait que la communication devenait un peu trop véhémente. La France Insoumise, on comprend aussi pourquoi elle risque de faire partir les électeurs au moment de la présidentielle de 2017, parce que Mélenchon s'est illustré, et ses militants et ses autres soutiens se sont illustrés par une forme d'intransigeance ou une sorte d'agressivité politique assez prononcée. Et je pense que le fait de faire monter des intellectuels est une manière d'essayer d'apaiser le débat, ce qui est quand même quelque chose de salutaire dans les jours que l'on vit en ce moment. Donc peut-être qu'après on n'aime pas trop les gens trop posés, trop intelligents, peut-être que ça complexe les électeurs de voter pour quelqu'un qui s'élève par le sacrifice des autres. Je n'ai pas cette vision des choses et je pense que ça peut encourager Clément, les politiques. Pour vous, que doit être l'enjeu de ces élections européennes? Je pense que c'est surtout ce qui est important dans ces élections, c'est le grand retour des idées justement dans le débat. Mais je pense que c'est pas les intellectuels qui ont fait ce retour des idées, ils ont mis en tête des intellectuels parce que les idées revenaient.
Et je crois que ce qui m'a frappé quand j'ai suivi, bon, d'assez loin, mais tout de même la campagne par rapport à la précédente, c'est le nombre d'interrogations qu'on a eu sur qu'est-ce qu'être européen, sur l'identité européenne, sur la fameuse opposition Europe des nations et Europe, on va dire, fédéraliste. Toutes ces choses-là j'avais pas l'impression d'avoir eu en 2014, où j'avais l'impression qu'en 2014, c'était la technique. C'était vraiment la technique qui était au mot dans l'élection. Après, j'ai pas de souvenir de 2009, je serais pas capable de me souvenir. Mais en opposition, j'ai vraiment l'impression que 2019 est le grand retour des idées, justement. Et je pense que c'est peut-être profitable. Après, juste un petit détail, mais par exemple par rapport à Raphaël Glucksmann, Raphaël Glucksmann, ce qu'on lui reproche, c'est peut-être d'avoir été dans dans le rôle de commentateur depuis des années et d'avoir été un peu mou quand il est arrivé dans les premiers débats. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, il y avait les notations sur les interventions et Raphaël Glucksmann, donc de par sa prestation plutôt, disons, d'intellectuel apaisé, sur certaines choses n'a pas convaincu. Et après, François-Xavier Bellamy, comme il a cette aura de philosophe conservateur, on sait que le camp progressiste a une sorte d'allergie vis-à-vis de lui. Donc voilà, des ulcères à sa vue. Pas à sa vue. Peut-être qu'avoir le visage un peu trop lisse, ça. Oh. Pardon. Non, on avait dit pas le physique. Non, pardon, c'est sur les représentations. Excusez-moi. Voilà. Oui, non, je rigole. C'est les genres idéaux, peut-être. ont créé une forme de rejet de principe qui, moi, en tout cas, me plaît pas beaucoup. Mais en tout cas, il y a peut-être, en tout cas, ces petits points faibles, entre guillemets. Voilà, il y a des petits points faibles au fait d'avoir des intellectuels sur le devant de la scène. Alors peut-être qu'on préfère un gouvernement des sages, mais il va falloir, Le roi philosophe. Voilà, exactement. On va peut-être avoir à travailler, en tout cas, quelle place on donne à des philosophes au sein d'une Europe qui, pour le coup, doit gérer, doit être en surplomb, doit surplomber un morcellement politique aussi énorme. Et puis, je pense la deuxième idée, peut-être, ça doit être le mimétisme avec En Marche et la fameuse idée de la société civile qui fait sa grande entrée dans la politique. Et c'est peut-être aussi l'envie de surfer sur le succès de 2017 avec des figures inconnues du monde politique. Et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure au sujet du changement assez fort par rapport à 2014 où il y a un retour des idées. Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait que cette année on a affaire à un scrutin national ? Contrairement à 2014 où c'était un scrutin régionalisé, si vous voulez. Peut-être, je sais pas trop, je pense que c'est dur d'avoir du recul puisque du coup c'est la première qu'on vit comme ça. Effectivement. Je pense que au bout de 2 ou 3 on sera capable de dire qu'est-ce que ça a changé vraiment là comme ça, voir qu'est-ce que la liste nationale change dans le débat. Je pense que c'est trop, il nous manque le recul et l'expérience nécessaire pour pouvoir l'analyser. Enfin, donc on se reverra dans 15 ans pour en reparler. Dans 15 ans, je serai à même de vous proposer une analyse sur la question, mais là, honnêtement, Ryoma, pareil. Pour rapport à la société civile, alors je sais plus si où en est cette proposition de service civique européen, pour le coup aussi défendue par Raphaël Glucksmann, et qui me laisse un peu sur ma faim. J'ai l'impression en tout cas que la société civile, pour le coup, s'est exprimée par le biais des Gilets jaunes. Et c'est ça qui me rend un petit peu pessimiste. C'est-à-dire que la société civile européenne, c'est celle qui veut la sortie, c'est celle qui est mobilisée par le souverainisme et par l'envie de mettre à terre les technocrates, en fait. Donc je suis pas particulièrement optimiste de ce côté-là. Alors encore 2 choses dans ce débat. Premièrement, j'ai envie qu'on parle rapidement du Brexit. C'est quand même assez incroyable ce qu'on vit depuis le début de l'année. Où il y a partie de tennis endiablé, je dis pas ça seulement parce qu'il y a Roland Garros à partir de la semaine prochaine, mais
entre le Parlement européen, la Commission européenne, et Theresa May et son gouvernement. Au final, Theresa May échoue à trouver un accord avec le Labour de Jeremy Corbyn. Et on se retrouve dans cette situation totalement ubuesque où il va y avoir des députés européens britanniques qui siégeront normalement jusqu'au 31 octobre. Au fond, est-ce que le Brexit est dans le programme de toutes les listes, et au fond chacun dit la question c'est no deal Brexit. Est-ce que on a raison d'en faire un point central de ces élections, le Brexit, ou est-ce que de toute façon ils sortiront un jour? Je trouve que c'est pas l'idée majoritaire qu'on a vue en tout cas en France dans les débats. La question du Frexit, la question, je pense, parce que finalement, à part Asselineau et Philippe. Non, je parle exclusivement du Brexit. Oui. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va devoir être géré par le prochain Parlement. Oui. Puisque l'actuel n'a plus à siéger, n'aura bientôt plus à siéger. Est-ce qu'on a raison d'en faire une question assez centrale du débat? J'ai pas l'impression que ce soit central. Ça fait partie quand même des propositions à chaque fois. En tout cas, c'est toujours un problème posé par les candidats, d'une façon ou d'une autre. J'ai pas eu cette impression Après, moi, pour m'être intéressé un petit peu à la question, il y a trois, à mon avis, il y a trois axes dans le problème du Brexit. Il y a l'intégrité et donc l'autorité de l'institution européenne qui est remise en cause. Deuxièmement, il y a bien entendu la question sur les idées, sur la cohésion, sur l'identité européenne, puisque la Grande-Bretagne fait quand même partie des membres historiques de la construction plus ou moins, enfin du processus de construction. Non. Si, quand même. Ah non. Ah bah non, tant qu'il y avait... Non. Alors évidemment, il y a toujours cet équilibre avec l'OTAN, etc., atlantisme, continental. Ce que je veux dire, c'est que le Royaume-Uni est entré dans les années 70. Ça fait déjà quand même 50 ans. 40. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, quand De Gaulle était président, il avait dit les Anglais, c'est no. Oui. Donc ils ont quand même toujours été exclus du processus de construction. Mais pour moi, en tout cas, je considère que ce n'est plus le cas. Je pense que, s'ils avaient été marginalisés dès le début de cette manière-là, eh bien, on n'en serait pas à en parler. En fait, ça aurait été, je pense que les solutions auraient été trouvées pour leur dire de toute façon vous êtes sur la sellette et puis dès que vous avez envie de partir, vous partez. Or, c'est pas le cas. C'était plutôt le mouvement inverse. Et puis la vie politique a fait que, à ce moment-là, la décision de sortir a été prise. Mais il y a donc les considérations économiques, la cohérence en tout cas, et l'autorité de l'institution qui est remise en jeu, et la substance du projet européen. Et c'est pour ça, à mon avis, que de toute façon, quand on est un minimum conséquent, enfin quand on a un certain niveau de responsabilité en politique, on doit se poser la question. C'est pas contre vous, hein. Mais c'est je pense que par exemple j'ai suivi un petit peu ce qui se passait dans la région Hauts-de-France. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand disent en fait avec le Brexit, des entreprises vont venir sur notre territoire. Donc il y a des arguments pour le Brexit. Enfin il y a un côté pratique qui fait que le Brexit va être parfois une bonne chose, pas pour tout. Mais qu'il va y avoir cette manière de, à partir de maintenant, dire l'Europe c'est ça, et si les Britanniques sont pendant quelques semaines encore au Parlement, je pense qu'ils auront l'occasion peut-être de dire ce qu'ils pensent. Clément. Non mais parce que... Je voulais faire la moue alors. non mais je vois que il y avait les prédictions qui avaient été faites il y a quelques années après le vote du Brexit, c'était que le Brexit allait mener à un grand mouvement de délitement de l'Europe. C'est les prédictions qu'avait fait une partie en tout cas des politiques à l'époque, et que voilà. Alors que ce qu'on voit comme opposition aujourd'hui, c'est vraiment l'opposition entre Europe des nations et fédéralisme, et que finalement le Brexit n'a pas changé grand chose peut-être à remuer l'Europe, et donc va mener à des changements, mais en tout cas
que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la non-présence du Brexit dans le débat, c'est que il n'a pas entraîné des mouvements de Frexit dans un très bon anglicisme ou autre. J'ai France l'impression sortie. très, Je vous propose cette version. France sortie, Pas très mal. bien. N'a pas mené de grands mouvements de délitement alors annoncés. Vous voulez rajouter un point sur le Brexit ou pas? Alors, je pense que même si la sortie, je suis d'accord aussi, dans la mesure où la sortie définitive du Royaume-Uni ne va pas provoquer l'éclatement de l'Union européenne. Ceci étant dit, d'un point de vue cohérence, voilà, dans l'idée aussi de créer ce marché commun, parce qu'il y a aussi vraiment l'idée du marché commun qui est très forte et où le Royaume-Uni avait une place, importante. D'ailleurs, même on dit que Londres c'est la 3e ville française. Donc ça, c'est une blague voilà, de jeunes expats, mais comment dire, il y a, même sans être CSP+, on sait que voilà, il y a une facilité de déplacement qui va en plus être remise en cause. Et donc là, par exemple, là, je sais pas le tunnel sous la Manche, ce qu'ils ont prévu, mais il va, voilà, je pense que symboliquement, il va quand même y avoir un impact assez fort dans les esprits. Pour finir sur ce débat, je vous propose qu'on se projette à une semaine. On retourne en France une dernière fois. On a vu un certain nombre de fois les sondages se tromper. Il y a 5 ans, les sondages se sont trompés puisque le Front National était arrivé en tête. Là, on donne le Rassemblement National, nouveau nom du Front National, en tête. La République En Marche juste derrière. Puis les Républicains, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le PS Place Publique. Ça, c'est le dernier sondage. Au-delà de la question de la fiabilité des sondages, vous voyez quoi, Ryoma, pour la semaine prochaine? Ah, le tableau des résultats. Votre pronostic? Avec combien de partis? Il faut qu'on parle de combien de partis Non, mais en gros, ceux qui sont éligibles. Enfin, j'étais parti du fait qu'il y aurait majoritairement des partis de droite, en tout cas la République En Marche comprise. Et Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, peut-être quelques petites places, mais sans plus en fait. Donc là, voilà. Après, est-ce que le Rassemblement National va rester en tête? Au fond, je le pense. Enfin, j'espère en tout cas que la République En Marche sera légèrement au-dessus. Je pense que je pense que ce sera le cas. Et après, je crois que on sous-estime un petit peu la force d'attraction que peuvent avoir les Républicains sur l'électorat du Rassemblement National. Et c'est peut-être ça qui va être intéressant la semaine à passer. Clément? Je pense que par rapport au dernier sondage, il y aura la République En Marche en tête, avec à peu près un point de pourcentage de plus que le Rassemblement National, notamment pour des causes de population, d'électorat, et deuxièmement pour peut-être que le scandale d'Hongrie aura des répercussions sur les intentions de vote pour le Rassemblement National. Autriche ou Hongrie? Autriche. Pardon, c'est mes réminiscences de l'Axe qui reviennent. Et comment les Républicains, je dirais plus à 14-15, 4-12%. Je suis d'accord avec Ryuma, pas pour les mêmes raisons, mais je suis d'accord avec Ryuma. Et après, grosso modo, l'Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise de manière à peu près stable. Et puis, le reste, c'est négligeable. Bien, messieurs, je vous remercie. De tout ça, nous reparlerons la semaine prochaine, en l'occurrence dimanche prochain. LVE sera en édition spéciale pour vous faire vivre les élections européennes. Grille encore en construction, mais je vous assure que je serai là dès 18h pour vous en parler. Avant de rendre l'antenne, un mot de l'actualité.